Décrypte, voilà, vous avez entendu Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, vous l'avez compris, c'est un média. Cette dernière table ronde va parler justement encore des médias avec un panel très représentatif de ce que sont les médias aujourd'hui. Et on va parler bien évidemment des enjeux des médias et de la tech. Et j'appelle à mes côtés Gaël Mac, Inis Becker, Christophe Victor, Christophe de Valambra et Julien Cadeau. Et je vais vous expliquer pourquoi ils sont là. Vous allez comprendre très rapidement et ne vous éloignez pas trop parce que FEDER, c'est dans pas longtemps. Et je sais que vous avez envie de faire la fête. Ça tombe bien, nous aussi. On a passé une journée formidable et ça continue encore un petit peu. Effectivement, hein, c'est très difficile de passer derrière Hugo Décrypte, mais c'est un média et vous êtes un média aussi. Je vais vous expliquer qui est à nos côtés. Vous allez comprendre qu'on a un panel représentatif de ce que sont les médias aujourd'hui. Je commence par le bout. Julien Cadeau, vous êtes directeur des opérations du groupe Humanoïde. Donc on est dans du pur web. On est d'accord ? Parfait, bonjour. À vos côtés, Inis Becker, chef de produit innovation à Radio France. Donc ça, c'est la radio. Merci. Bonjour. On a la télé avec Christophe de Valambra. Vous êtes chef de Media Lab de l'info de France TV. Bonsoir. On a à côté de nous Gaël Mac, qui est directrice déléguée de la rédaction du groupe Challenge, ou Challenge. Hein. Tout à fait. Pas encore Bonsoir. tout le groupe, Gaël. Pas tout le groupe, mais Challenge, c'est déjà du travail. C'est déjà du travail. Et Christophe Victor, qui est directeur général du Dauphiné Libéré. Et vous le connaissez un petit peu parce que vous avez déjà beaucoup parlé. Et nous, je dis nous parce que j'en fais partie. Hein. Ça reste entre nous. C'est la presse quotidienne régionale. Donc vous voyez, on a un panel complet entre Hugo Décrypte et tous ces acteurs des médias pour parler de la tech et des médias. C'est un enjeu pour nous. Vous le vivez aussi parce que vous êtes des grands consommateurs des médias. Je reviens vers vous, Julien. La tech, alors vous êtes full web, donc a priori, pure player, les médias, pour vous, la tech, c'est une opportunité globale ou il y a quand même des risques, ça bouge quand même très vite? Alors le web, c'était déjà une opportunité quand on y pense. Hein. Ça a été un moment, il y a une vingtaine d'années, on peut le dire maintenant, de recréer des médias, de refaire du média en ligne. Et notre groupe est complètement dans cet ADN. On n'a que fait du média en ligne, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire d'abord le web au sens strict, donc des pages web, des sites internet, mais tout ce qu'il y a eu après. On a vu Hugo juste avant, on fait aussi de la vidéo, on est aussi sur les réseaux sociaux, on a des nouvelles manières de communiquer l'info. Et je trouve que l'opportunité qu'on peut toujours y voir dans ce web, c'est que les outils techniques vont changer, vont évoluer. On a parlé d'IA quasiment un panel sur deux ici, oui. Et on voit que ça touche nos métiers. Mais en fait, ces outils techniques, notre devoir, et ce qu'on essaie de faire avec le groupe Humanoïde, du coup, je rappelle, un éditeur de Numérama, Frandroid et Mademoiselle, c'est de les anticiper et de se les approprier. On va à chaque fois essayer de se dire qu'est-ce qui est pour nous, qu'est-ce qui va changer nos métiers et qu'est-ce qui va du coup nous permettre de faire mieux notre travail. On n'est pas sur des effets de buzz, il y a des choses qu'on ne fera pas. Si on reprend l'IA par exemple, on sait qu'on va être challengé par ça, évidemment. On sait qu'aujourd'hui, on peut créer un site web de toutes pièces en quelques secondes et mettre du contenu de mauvaise qualité et donc être en concurrence directe avec des gens dont ce n'est pas le métier et dont l'info n'est pas vérifiée. Nous, on va essayer de prendre le bénéfice de tout ça, de se dire c'est quoi qu'on peut trouver, qu'on peut piocher dans ces briques technologiques et comment on va faire en sorte que l'information soit toujours meilleure. Parce qu'au fond, c'est ça notre métier, c'est de l'info. Tout le reste, c'est des outils, c'est des manières de faire. On s'adapte, on change. Le web est en évolution, mais nos métiers aussi. Et on a toujours, en tout cas, cette volonté d'aller avec le web. C'est pas antinomique parce que Hugo Décrypte, c'est un média et c'est de l'information. Vous avez prononcé quelque chose de très important, l'information vérifiée. C'est pareil, Inis Becker, côté radio, cette innovation, on essaye de la valoriser, d'en faire quelque chose. Vous l'écoutez, si je puis dire? Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait ce que tu as pu dire. En fait, nous, on va chercher le juste équilibre. C'est-à-dire qu'on est un média de service public. On doit évidemment être présent sur Internet et partout, sur toutes les plateformes. Mais on ne veut pas non plus être avalé, qu'on avale nos contenus. Alors, certes, il y a la radio. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, certes, on est tous représentés dans toutes les typologies de médias, oui. Mais chacun, à notre échelle, en fait, on fait beaucoup de choses et beaucoup de formats différents.
Nous, à Radio France, on a une direction axée sur l'innovation qui va aussi aller tester des choses dans les différentes chaînes, les différentes directions, qui nous permet vraiment de challenger la technologie, l'innovation avec les plus petits acteurs. Donc ça va aller effectivement des gros deals de distribution avec les plateformes externes où on va proposer nos podcasts, par exemple, à des expérimentations plus petites, plus concrètes, dans les régions aussi, avec les équipes locales, avec les équipes de toutes les antennes, pour pouvoir tester plein de briques innovantes différentes. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tout le temps à l'épreuve de ce qui peut solliciter votre créativité, finalement, parce que si vous inventez pas, les autres vont le faire à votre place, et la place sera prise. Exactement, ouais, peut-être, mais il y a aussi le fait que nous, dans l'équipe d'innovation, on va aller chercher des outils pour aider, pour faciliter les projets des autres équipes, sans forcément avoir de jugement au préalable sur ce qu'il faut faire, mais pour les accompagner à tester des nouveaux formats, des nouvelles technologies, des briques R&D, etc. Bon, alors on voit bien à la radio, on le sait, le succès des podcasts le démontre. Christophe de Valambra, les gens aiment écouter. Alors sur la télévision, il y a un challenge un peu plus compliqué parce que maintenant, avec tous les devices, parce qu'on dit devices qui existent, on peut regarder, c'est sous-titré, on est tranquille. C'est un danger pour vous côté télé? Non, il y a des dangers, il y a des opportunités, il y a des risques. L'innovation, les bouleversements, la société qui se transforme, on ne peut pas faire sans. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Nous, on est un média qui est né de la technologie. Le jour où il y a une image qui est apparue sur un morceau de verre, la télé est inventée, et depuis, elle a cessé d'innover et on s'est toujours adapté. Aujourd'hui, on a une accélération ces dernières années, effectivement, de la tech, qui a créé un milieu de l'audiovisuel ultra protéiforme, avec une multitude de supports différents, etc., qu'on arrive à adresser. Et on a aujourd'hui, on est comme tout le monde ici, confronté à une révolution. Une culture d'entreprise et de société qui va être bouleversée par la capacité des nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle générative de créer des contenus ultra facilement et toutes sortes de contenus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre enjeu, il n'est même pas de savoir comment on va gérer cette tech. On fait comme tout le monde. On fait des groupes de travail, on explore, on fixe des cadres très particuliers, en tout cas en tant que service public. Pour l'instant, c'est zéro intelligence artificielle brute à l'antenne. Mais on continue à travailler, voir toutes les opportunités qu'il y a, etc. Mais ça va nous pousser à un truc qui est très particulier. Cette nouvelle réforme technologique, elle n'est plus simplement un usage. Elle nous pousse plus simplement à nous adapter, à trouver des combines pour être là où il faut être. Elle va nous pousser à nous recentrer sur nos valeurs. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qui va nous différencier de la masse des contenus qui seraient évidemment IA générés? Et nos valeurs à nous, eh ben, on commence à les redistinguer et à leur redonner de la valeur. C'est l'universalité dans nos contenus, l'université dans leur accès, et c'est ça qui va diriger notre actuelle réflexion autour de l'actuelle révolution technologique. C'est-à-dire, on n'est plus dans les usages, on est aujourd'hui dans les valeurs. Et si on n'adresse pas ça, je pense qu'on s'expose à de graves déconvenues, comme dirait l'autre. Les valeurs, c'est typiquement humain, donc forcément, c'est en concurrence directe avec la machine qu'on ne dénigre pas, hein, surtout pas à Tech Fest. Gaëlle, vous partagez cette vision de Christophe de Valambra? Bon, alors de toute façon, moi je pense que le sujet qui doit être adressé pour tous les médias, c'est vraiment l'intelligence artificielle maintenant. Ça, c'est vraiment le sujet. Et comme toutes les innovations technologiques, la question n'est pas de savoir s'il faut en faire, pas en faire. Elle est là. Il faut l'utiliser, il faut se l'approprier, à moins de la subir. Voilà, si on dit, comme Stephen Hawking, que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter, c'est ce qu'il faut faire. Après, c'est pas utile d'être techno-anxieux, mais il faut faire attention aussi à pas être techno-béat. Et l'enjeu quand même qui fait avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment d'un côté, le point positif, c'est vraiment une sorte de journaliste augmenté. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à une somme d'informations, à une rapidité d'information. Beaucoup de journaux utilisent maintenant des modules d'IA pour des tâches un peu ingrates sans valeur ajoutée, comme le résumé des élections municipales, les résultats sportifs, les cours de bourse, voilà. On peut, au-delà de ça, l'utiliser vraiment comme une sorte de super moteur de recherche. Oui. Et donc là, il y a un outil de productivité qui est formidable. Mais la contrepartie, c'est que nous avons un rapport de force avec des énormes groupes américains, les GAFA,
et donc là, en l'occurrence aussi OpenAI. Et le rapport de force n'est pas vraiment en notre faveur quand même. Voilà. Et ces groupes, l'information est un sujet secondaire pour elles, et c'est même plutôt un facteur de coût. La modération, le fact-checking, tout ça, c'est plutôt un facteur de coût. Leur objectif, c'est quand même de vendre du temps de cerveau disponible, de vendre de la publicité, de garder les gens sur le site, et voilà, le plus longtemps possible, d'attraper des données aussi. Par exemple, à Challenge, on fait tous les ans un classement des écoles de commerce, et on s'est dit, tiens, journalisme augmenté, pourquoi ne pas mettre notre historique de classement et faire travailler l'IA pour rechercher dans les rapports annuels des écoles de commerce les informations dont on aurait besoin, et on gagnerait énormément de temps. Le problème, c'est qu'elles vont où ces données ? Une fois qu'on a mis ces données dans ChatGPT, par exemple, on n'en est plus propriétaire. Elles peuvent être utilisées, diffusées à tout le monde, alors que c'est un savoir-faire qu'on a, c'est une banque de données qu'on a mis beaucoup de temps à construire. Donc, c'est un tout petit peu compliqué. Donc, on voit d'ailleurs que l'adoption de ChatGPT est assez prudente, je trouve, par les groupes de médias. Il y a certains groupes qui ont conclu des accords avec OpenAI, par exemple, l'agence américaine Associated Press, le groupe allemand Axel Springer contre des millions d'euros pour de l'argent. Il y en a d'autres qui poursuivent en justice, comme le New York Times récemment. Il poursuit en justice parce qu'il a l'impression qu'il y a eu un pillage systématique de ces informations. Et c'est vrai que cette question, on l'a vu dans le passé, dans les négociations avec Google, par exemple, des groupes de médias, ça a été quand même assez chaotique. On est parti en ordre dispersé. On a quand même obtenu un peu des nèfles. Et donc là, la question c'est où est-ce que va se situer la valeur ajoutée du journalisme, et c'est un wake-up call pour nous aussi. Je pense qu'on ne peut plus faire de journalisme de résumé, un peu sur documentation, etc. Là, ce que ne fait pas l'IA, on doit faire ce que ne fait pas l'IA. Qu'est-ce que ne fait pas l'IA ? L'IA ne fait pas de reportage, elle n'interroge pas de gens, elle ne fait pas de citations, elle ne fait pas d'investigation. Elle ne produit rien de nouveau, elle synthétise une connaissance déjà existante. Et puis, pour l'instant, un problème, mais qui va, je pense, évoluer, mais elle ne cite pas ses sources. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Le sujet de la source, c'est un sujet important au journalisme. Alors vous évoquez les valeurs, tous les deux, tous les quatre même, parce que vous évoquez finalement la profondeur de l'humanité du métier de traiter l'information. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt rassurant pour nos métiers. Vous partagez, Christophe Victor, c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'humain doit s'exprimer dans ses valeurs, dans sa manière de traiter, dans la vérification. C'est ça le risque avec la tech, c'est de perdre ça ? D'abord, le risque avec la tech, et je pense qu'on peut en parler au niveau de la presse écrite, c'est d'abord un changement fondamental de modèle économique. On s'est retrouvé depuis une vingtaine d'années dans une configuration où une information qui était payante, avec un modèle économique qui était celui de payer pour de l'information, s'est retrouvé complètement ébranlé par une information gratuite que tout le monde finalement pouvait produire extrêmement facilement. La concurrence effectivement d'Internet. Moi, je peux vous citer une anecdote. J'étais en 2005 au groupe Figaro, par exemple. Et 2 ans avant, on faisait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les petites annonces. En 2005, donc 2 ans après, on était tombé à 15 millions. 95. En l'espace de 2 ans. Ça, c'est un vrai tsunami, en l'occurrence. Parce que toutes les petites annonces étaient en train de basculer sur Internet. Et il a fallu s'adapter à ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, je parle pour nous, médias payants, l'enjeu, finalement, il est où est la valeur ? On en a détruit énormément au cours des 15 ou 20 dernières années. On le voit, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de médias écrits ont des difficultés économiques. Mais paradoxalement, parce que je me veux optimiste et je sens qu'on peut, je pense que nos médias, tous autant qu'ils sont, et plus particulièrement ceux de la presse écrite, ils vont retrouver de la valeur face justement à ce qui va arriver, qui est une information débridée partout, pas vérifiée la plupart du temps, parce que justement pour le moment, l'intelligence artificielle ne cite pas ses sources, etc. Et en fait, alors ça va être paradoxal,
mais j'ai la conviction qu'on va pouvoir faire payer de plus en plus cher une information vérifiée, réelle. Alors après, ça pose une autre question, plus une question de société, c'est qui va avoir les moyens de payer pour ça. Alors effectivement, les CSP+, les gens qui auront besoin de cette information, ils continueront à payer de plus en plus cher. Et puis, il y aura peut-être les autres qui n'auront pas les moyens de payer, qui seront abreuvés par énormément d'informations dans le brouhaha ambiant. Et c'est peut-être là un problème de nos démocraties, effectivement. Alors on voit bien que cette information de qualité, on l'a vu avec Hugo Décrypte, hein, il fait de la qualité, il fait des sujets politiques, il a une formation Sciences Po quand même s'il a lancé son média. Il y va vers la qualité aussi. Julien, il n'y a pas un moment où on peut, pardon, le dire, c'est un peu flippant quand même, hein, cette gratuité qui va même jusque dans la profondeur des sujets. Ça ne vous a pas échappé, hein, le président de la République a parlé Hugo Décrypte. Oui, bien sûr. Mais après, nous, enfin là, si la question se pose sur la gratuité, nos médias sont gratuits, ils resteront. On a un modèle qui est différent. On a des modèles d'abonnement qu'on vient de lancer d'ailleurs sur Numérama. Mais je rejoins tout à fait ce que disait Christophe. On a un changement de. En fait, on croit que effectivement, si tout devient payant et de plus en plus cher, on va avoir un vrai problème démocratique. Et ça, c'est hyper important pour nous en tant que groupe média, c'est de se dire qui a accès finalement à l'information de qualité quand elle est uniquement derrière des paywalls, uniquement derrière des barrages payants. Et ça, c'est une question qui a été finalement assez peu adressée par bon nombre de médias généralistes et bon nombre de médias payants. Nous, on a cette conviction que garder une information de qualité gratuite, c'est important pour nos concitoyens, pour qu'on ait un discours qui soit égal et qui ne soit pas effectivement réservé aux CSP+, et aux personnes qui peuvent le payer. Est-ce qu'on a les clés qui marcheraient avec tous les business models? Je ne crois pas. Je crois qu'on a les clés qui marchent avec le nôtre. On a une manière de faire qui fait que chez nous, ça fonctionne. Mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on apporte finalement à l'espace public en tant que média et à qui on l'apporte. Et je vous rejoins, la technologie est aussi une manière d'amplifier la diffusion des choses. On l'a vu avec le web et les fausses informations. Avant, une fausse information pouvait rester une discussion de comptoir et ne jamais sortir. Maintenant, voilà. Maintenant, n'importe quelle discussion de comptoir à 60 millions de personnes potentielles en auditeurs. Du coup, on se retrouve dans une situation où la technologie, en tant qu'amplificateur, peut être effectivement un risque d'amplifier uniquement la mauvaise qualité. Donc je pense que notre devoir en tant que média, et on en parle assez souvent, que ce soit en colloque, en séminaire ou en interne, c'est de se dire comment on fait pour que la technologie ne soit, enfin, qu'on n'abandonne pas l'information à la technologie, qu'on ne dise pas on va laisser la technologie à ceux qui font des choses mauvaises pour la démocratie et pour l'information. Ça serait une erreur de notre côté. Finalement, ce que je perçois de vos échanges et de nos échanges, c'est que l'axe, c'est finalement celui des valeurs. Le reste, on voit, hein, ChatGPT peut être un outil. D'ailleurs, sur ces valeurs, Christophe Victor, il y a une expérimentation actuellement pour démontrer que l'information peut être accessible aux plus jeunes. Et vous avez décidé, dans le cadre du groupe, d'offrir des abonnements aux jeunes pour qu'ils aient accès à cette information. Comme quoi, ça donne des idées d'avoir cette, comment dirais-je, cette contrainte de la tech. Oui, alors effectivement, mais nous avons la chance d'avoir un actionnaire puissant qui est très engagé dans la société, qui veut défendre un certain nombre de valeurs démocratiques et qui a décidé effectivement d'offrir aux jeunes de 18 à 25 ans eh bien, un abonnement gratuit à toute sa presse régionale. Donc effectivement, nous sommes des médias payants, mais donc des étudiants de 18 à 25 ans, ou tout jeunes d'ailleurs, quels qu'ils soient, pourront, grâce au Crédit Mutuel, s'abonner gratuitement pendant 1 an au Dauphiné Libéré, au Progrès de Lyon, aux dernières nouvelles d'Alsace ou à l'Est républicain, par exemple. Inise, vous n'êtes pas un média payant par définition. La radio, on allume et on écoute. Donc le modèle économique est différent. Vous êtes service public, mais vous avez quand même un petit peu des comptes à rendre à un moment parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent public. Le danger pour vous, c'est pour être très concret, c'est plutôt ce que l'IA est capable de générer en un claquement de doigts par rapport à ce que vous êtes capable de proposer. Donc vous êtes plutôt dans une question d'audience à la fin. Je pense qu'il y a aussi la question de la récupération des contenus, comme ce que tu as pu dire. C'est-à-dire cette aspiration. Oui, c'est ça. Complète. On doit être dans le juste équilibre, parce que de toute façon, que ce soit l'IA ou même
la technologie, Internet, enfin, les moteurs de recherche ne peuvent pas fonctionner si on n'existe pas. Il n'y a pas d'information sans producteur d'informations, médias officiels. Le problème, effectivement, c'est la question de la source. D'autre part, est-ce qu'on veut vraiment que toutes ces technologies, en particulier l'IA, s'accaparent nos contenus sans que derrière nous, on puisse ramener les gens vers notre audience. Aujourd'hui, on est présent sur les plateformes, les réseaux sociaux, mais dans l'objectif de ramener l'audience vers notre plateforme propriétaire. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, distribuer nos podcasts, mais derrière aussi produire des podcasts et les mettre en avant-première sur notre application. L'idée, c'est à chaque fois de donner un petit bout pour faire ramener l'audience vers chez nous. C'est du donnant-donnant et c'est pour ça que je parle de cet équilibre qui est pour moi fondamental. Christophe Delambre, c'est pareil. Pour vous, finalement, c'est le même média, on allume, on regarde. Hein. Oui, je partage complètement. Non, mais sauf que nous, on a une stratégie différente. C'est-à-dire qu'on a pris conscience qu'aujourd'hui, on était un média global. C'est-à-dire qu'on est le premier média des Français parce qu'on a la télé, parce qu'on a du web, etc. On a la plateforme, etc. Donc, on ne lutte plus contre ça. On adresse. Ce sont des usages. Là-dessus, on est passé. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain, on laisse les applications d'IA générative devenir le principal moyen d'adresser toutes sortes d'informations, toutes sortes de contenus, nos contenus seront fondus là-dedans et vont disparaître. Parce qu'il n'y a pas de modèle économique qui fait que la fabrication des contenus peut survivre sans qu'ils soient identifiés. Et je vais vous dire, là où on est confronté à des choses qui sont, en termes d'innovation, radicalement différentes de ce qu'on avait à adresser avant. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de perdre du temps pour innover avec l'IA générative. Quand on discutait il y a encore un an ou deux, il y aurait eu Tech Fest l'an dernier ou l'année d'avant, on aurait parlé de métavers, on aurait parlé de VR, etc. On se serait tous agités là-dessus, etc. Bon, ce sont des usages, très bien. On a le temps, on regarde. Si on ne se dépêche pas sur l'intelligence artificielle générative, en interne pour optimiser nos tâches à faible valeur ajoutée, voir tout ce qu'on peut en tirer, mais en ayant un cadre particulier en interne, on sera fichu. Si on ne réfléchit pas aussi en externe, si on ne fait pas du lobbying auprès d'OpenAI pour dire « mais non, vous n'allez pas prendre nos contenus gratuitement et vous gaver avec », si on ne va pas discuter avec les gens de la Commission européenne pour dire « est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus marqué des informations dans l'AI Act que vous venez de voter, s'il vous plaît ?» Sinon, on s'expose encore une fois à de graves déconvenues. Si on ne fait pas tout ce travail-là rapidement, on va être perdu. Et rapidement, ça veut dire que jusqu'à présent, on essayait d'avoir des... Parce que ça réforme aussi notre manière d'innover dans les grands groupes. Je ne sais pas pour la presse écrite, mais chez nous, on n'a plus le temps de mettre des chefs de projet et d'essayer d'organiser tout ça. On dit chaque silo, allez-y, explorez, allez-y, allez chercher toutes les limites, toutes les opportunités et tous les risques engendrés par l'IA générative et on met tout ça en commun. Il n'y a plus d'ego, plus de silos. Il faut qu'on aille vite. Le train va rapidement aller très vite. Si on n'est pas dedans, on ne le rattrapera pas en courant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais, dans l'histoire... Pardon, non, mais allez-y, on est là pour ça. Donc, dans l'histoire du journalisme, on n'a jamais eu autant besoin aujourd'hui d'éducation aux médias. Je vais vous dire... Je discutais, alors nous on met un coup de collier là-dessus, hein, en parallèle de tout ce qu'on fait en recherche sur l'IA générative, et en interne et en externe, on a créé une direction spécifique sur l'éducation aux médias. Je vais vous dire, moi je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est celui-là, l'éducation média devrait être une grande cause nationale. Je pèse mes mots. Une matière à l'école ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Si aujourd'hui on n'arrive pas à expliquer aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens la différence entre l'idéologie et la déontologie. Quand d'un coup de pouce, vous allez sur un réseau social, n'importe où vous pensez trouver de l'information, aujourd'hui on dit tout est de l'information, non, il y a des données. D'un coup de pouce, vous passez d'une enquête super poussée, d'un consortium international de grands reporters, les Panama Papers, et puis derrière, d'un coup de pouce, vous avez un influenceur qui va vous dire que la Terre est plate ou que les vaccins à Rennes, je ne sais pas quoi. Ouais. C'est ça. C'est un coup de pouce qui fait que soit on est citoyen, soit on va vers une consternation et une société totalement déboussolée.
Juste un petit coup de pouce. Il faut qu'on évite ça. Une grande cause nationale. Gaël, vous êtes d'accord avec ça? Parce que finalement, on cherchait peut-être un sujet sur lequel on pouvait tous être d'accord. Vous êtes d'accord? Non, mais oui, tout à fait. Mais j'en reviens toujours à cette histoire de rapport de force. Et c'est vrai que dans ce rapport de force entre tech et médias, il faut savoir, est-ce que la tech est un serviteur ou est-ce que c'est le maître? Voilà, aujourd'hui, si vous regardez, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, par exemple, plus de 60% de notre contenu Internet passe par Google. C'est Google la voie d'accès pour venir jusqu'à chez nous. Google Actualité ou Google Discover, ou etc. Et ça formate les papiers. Ça formate non seulement les titres, c'est-à-dire c'est les 10 recettes pour avoir le meilleur taux immobilier, ça marche bien, comment faire ceci, voilà, mais ça... Même le fond, même le type de sujet qu'on met en ligne. Je veux dire, un des meilleurs papiers qui ait jamais été, qui a eu le plus de clics dans Challenge, c'était comment font les supermarchés pour avoir toujours des tomates rondes et rouges. Voilà, je veux dire, et c'était un peu toujours dans cette idée de quelle est l'arnaque, quelle est la recette, quelle est la face cachée. Bon, voilà. Donc ça formate un peu les papiers. Pour l'intelligence artificielle, ma crainte est que une grande partie du travail journalistique consiste à fact-checker, à démystifier les fake news et les deepfakes qui vont arriver en masse sur les réseaux sociaux. À la télé récemment, BFM notamment et TF1, il y avait un rapport. Il y avait un reportage complètement réaliste de Anne-Claire Coudray au JT de TF1 où elle conseillait une application qui permettait de gagner de l'argent sans rien faire. Et donc on la voyait, on voyait son visage, on entendait sa voix, les lèvres bougeaient en accord avec le propos. Et évidemment c'était une arnaque. Et que peut faire TF1? Poursuivre en justice et c'est tout. Donc là, il y a un enjeu de rapport de force, et c'est là que je suis vraiment complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire de régulation, de discussion avec les opérateurs, les GAFA, OpenAI, etc. Et pour ça, je dois dire que nous, dans la presse, dans les médias, dans la télé, dans la radio, il faudrait quand même qu'on arrive à s'unir. Justement, Christophe, je vous pose la question grande cause nationale, ça vous parle? Je sais que vous êtes très sensible aux questions d'éducation. Vous pensez que c'est une bonne solution? Ah oui, je pense que c'est une bonne solution et alors au moins on pourra s'unir entre nous sur ce sujet-là. Je ne sais pas si on arrivera à convaincre les autres, mais bien sûr, il y a deux choses fondamentales, me semble-t-il. C'est effectivement l'éducation et ensuite, mais tu as prononcé le mot, la régulation. Et cette régulation, elle doit être européenne. Il ne faut pas mollir là-dessus. La technologie va vite et malheureusement, les règles de loi ne vont pas aussi vite que la technologie. Mais c'est à nous de nous adapter et à de faire en sorte... Alors, on sait bien tous que l'Europe, c'est compliqué, que se mettre d'accord à de nombreux pays, c'est aussi compliqué. Mais c'est aussi une forme de survie démocratique et d'un modèle peut-être un peu différent qu'on peut imaginer. Alors, pourtant, vous n'êtes pas anti-tech les uns et les autres, puisque vous bossez avec tous les jours. Donc il faut bien qu'on fasse la différence. Mais alors, en tout cas, pour ma part, je pense qu'on peut être tout à fait technophile sans devenir techno-BA et que... On voit et on a vu lors de ce salon tout ce que la tech pouvait apporter au monde, mais cette tech, elle apportera au monde si elle est régulée, réglementée, et on sait aussi qu'il peut y avoir des abus. Et je pense qu'on a la chance encore dans nos pays d'avoir des démocraties qui savent mettre des lois, mettre des garde-fous. Certains diront que ça bride la créativité. Jusqu'à preuve du contraire, le fait de mettre des règles n'a jamais bridé la créativité. Au contraire, la liberté s'exprime mieux, à mon avis, à l'intérieur des règles. Vous êtes trois à penser la même chose. Je vous pose la question à Julien avant de la poser à Élise. Là aussi, réglementation, on s'unit, on fait de la pédagogie. S'unir, oui, bien sûr, et surtout pour avoir cette force de se dire on est des médias, on a une matière première qui est de qualité en plus, parce que effectivement, quand on enrichit un algorithme avec de la presse, c'est pas enrichir un algorithme avec n'importe quel texte. C'est des textes qui souvent ont été relus, qui ont été vérifiés, qui ont été validés. Ouais. Et je pense que les grandes plateformes, si on pense aux plateformes américaines, qu'on pense à OpenAI, à Google Bard, elles ont besoin de ce matériau. Parce qu'elles vont pas vouloir s'enrichir sur des textes de mauvaise qualité.
Sur la partie régulation, je suis un peu plus modéré parce que je sais qu'il y a un risque, notamment très fort sur l'IA, qui est, d'ailleurs on a porté ce discours-là à l'Europe, qu'on soit déclassé. Si l'IA n'utilise pas le français pour s'enrichir, le français n'existera pas dans l'IA. Et ça, c'est quand même une réalité, et c'est là où il ne faut pas interdire, il faut quand même continuer à travailler avec. Donc on va être sur ce fil cette année 2024. C'est se dire comment on travaille avec, comment on crée le rapport de force, mais sans pour autant passer à l'étape où en fait on est sorti du programme et l'IA est exclusivement américaine et chinoise. Et ça, c'est pour moi la Je suis juste absolument limite. d'accord. Vous êtes tous d'accord avec ça, Élise? Ouais, tout à fait d'accord. Après, régulation, pour moi, c'est essentiel. L'éducation aux médias, bien sûr aussi. Peut-être attention à pas être dans le stéréotype, j'ai envie de dire, de dire oui, on passe d'un contenu fake news à un contenu très bonne news, parce que finalement, aussi simple, malheureusement, il y a quand même déjà des bulles. On en parle déjà depuis longtemps. Je pense que c'est important de le repréciser aujourd'hui. Je pense que notre rôle justement de service public et aussi de médias, ce sera de faire arriver n'importe qui à la vraie information, et quelle que soit son origine, quel que soit son mode de consommation et par où il nous trouve. Ça, ce sera super important, je pense, effectivement. Christophe de Valambra, je termine avec vous parce qu'il nous reste une grosse minute. On a discuté uniquement de choses qu'on connaissait aujourd'hui. La tech va très très vite. Peut-être que l'an prochain, on aura une discussion sur une autre crainte, risque ou une autre opportunité. Je pense que vous l'avez tous à l'esprit. Est-ce que vous l'avez également, vous, à l'esprit? C'est-à-dire cette idée de se dire, mais qu'est-ce qui se cache derrière le bois là? Ce sera quoi la prochaine? Alors, moi, je vais vous dire, je pense que, en fait, la tech ne dicte pas grand-chose. La manière dont on utilise les technologies qui font ce qu'on est. Si vous prenez de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, et qui sont des technologies dont on disait qu'elles allaient exploser partout, etc., mais que vous en faites n'importe quoi, que vous faites des gadgets avec, les gens, le public vont nous dire hey, arrêtez de jouer avec notre argent. De la même manière, l'an prochain, si on se revoit, peut-être qu'on parlera de nouveaux usages qu'on aura créés, parce que finalement, l'intelligence artificielle générative, elle va nous pousser aussi à un autre truc, c'est de dire quelle est notre différence à nous? Qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas automatisable? Pourquoi une intelligence artificielle pourrait imiter un journaliste? Est-ce qu'on ne peut pas sortir de nos standards? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille chercher une originalité qui ne sera pas imitable? Et peut-être que l'an prochain, on parlera de ce qu'on aura trouvé. Eh ben, je nous le souhaite à tous. Et justement, Christophe, je vous laisse The Stage is yours parce que c'est à vous. C'était la dernière table ronde de Tech & Flash. Un petit peu d'émotion quand même. Mais vous allez revenir, Georges, pour la photo finale. Je reviens. Et merci à vous toutes et à vous tous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Oui, les enjeux sont importants. Vous avez bien entendu, hein? Technophile, pas technobéa. Merci et n'oubliez pas